Dans Home Cinéma, en cette fin d'année, je reçois l'un des plus grands réalisateurs français, l'immense Claude Lelouch. Monsieur Lelouch, C'est bien là. c'est bien, bienvenue. Claude Lelouch, c'est 50 ans de carrière et autant de films, c'est 2 Oscars, une Palme d'Or. C'est surtout le réalisateur qui aura probablement le mieux dirigé tant de légendes du cinéma français. Véritable monument, toujours aussi créatif, il se dévoile généreusement et partage de précieux souvenirs qui font partie de l'histoire du 7e art. Se définissant lui-même comme cinéaste du cœur, il évoque aussi ses méthodes de travail, comme lors de ce dernier tournage avec Jean-Louis Trintignant, le dernier qui est accepté le comédien. Une rencontre intime et passionnante, une vraie leçon de cinéma. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Cher monsieur Claude Lelouch, vraiment ravi de vous recevoir dans cette émission. D'abord parce que vous êtes un cinéaste que j'affectionne particulièrement, et ce depuis l'enfance. Je crois que vous êtes un des premiers cinéastes, avec Roman Polanski, où j'ai compris ce que pouvait être un cinéaste. Il y aurait beaucoup de choses à dire avec vous. Vous avez fait plus de 50 films, enfin presque 50 films. Je vais commencer le 50e. Oui, c'est ça, c'est plus de 50 ans de cinéma, c'est énorme, vous avez côtoyé tout le monde, vous avez vécu 1000 vies, vous êtes un homme d'énergie, donc c'est vraiment une joie et un honneur de vous avoir. Mais ce que j'aimerais savoir, pour commencer donc cette discussion, c'est qu'est-ce qui vous amène au cinéma? Alors, c'est peut-être la guerre. Sous l'occupation, avec ma mère, on était recherchés par la Gestapo. Et j'avais à l'époque 4-5 ans. Et je tenais pas en place. J'étais un enfant hyperactif. Puis un jour, ils m'ont emmené au cinéma, comme ça, et pendant 2 heures, j'ai pas bougé. Pendant 2 heures, j'ai enfin été un enfant calme. Et sous l'occupation, ma mère, comme on était recherché par la Gestapo, à un moment donné, s'est dit c'est le meilleur endroit pour cacher mon fils. L'après-midi, elle avait besoin de faire plein de choses, etc. Au lieu de me confier à une nurse, elle me confiait à une ouvreuse. Et elle m'accompagnait dans un cinéma, et toute la journée, je restais de 2 heures à 6 heures du soir, parce que le cinéma était permanent à l'époque, et j'étais au paradis. Bon, la fin de la guerre est arrivée, puis on m'a envoyé à l'école comme tout le monde, et là, ça a été un cauchemar, parce que là, j'ai retrouvé les longueurs, j'ai retrouvé l'ennui, j'ai retrouvé les gens qui étaient moins sympathiques que ceux qui étaient sur l'écran. D'un seul coup, le monde réel était moins beau que le monde du cinéma, qui était un monde monté, compressé, puisque en 2 heures, on racontait la vie d'un homme. Et donc, j'ai vécu un cauchemar après à l'école, à cause de cet amour que j'avais pour le cinéma. Donc je séchais les cours. Pour aller au cinéma. Pour aller au cinéma. C'était quel genre de film Oh bah c'était ça allait. Bon, après la guerre, il y a eu tous les films américains, les westerns, les comédies musicales, mais pendant la guerre, c'est uniquement des films français qui étaient autorisés par la censure. Donc j'ai grandi avec Marcel Carné, avec Clouzot, j'ai grandi avec Renoir, j'ai grandi et très petit, j'ai vu des films d'adultes, mais qui m'intéressaient, qui me passionnaient. C'était quand même mieux que les adultes qui étaient dans la rue. Donc le jour où j'ai passé mon bac, ma mère était sûre que j'allais rater cet examen, et je suis tombé sur une conversation de mon père qui parlait avec ma mère dans la cuisine. Et ma mère a dit, qu'est-ce qu'on fait de lui s'il rate son bac? Et mon père a dit, écoute, je lui achète une caméra et qu'il se démerde. À 18 ans, je me retrouve avec cette caméra, qui était une caméra 16 mm, et elle a changé ma vie. Donc je suis parti avec cette caméra faire le tour du monde. J'avais vu quelques films américains qui m'avaient fait la propagande de ce pays d'une façon inconnue. Donc je me suis dit, c'est peut-être le paradis, donc je vais aller voir Et donc je débarque aux États-Unis, et je reviens déçu. J'avais mis ce pays tellement haut, m'avait fait tellement faire rêver avec Chantons sous la pluie, les westerns, John Ford, et tout ça. Je retrouve pas mes rêves. Et à l'époque, donc, il y avait l'Amérique et puis il y avait la Russie. Il y avait le communisme. Donc, je décide d'aller voir en Russie ce qui se passe. Donc, je m'inscris au Parti communiste à l'époque. C'était les seuls qui pouvaient rentrer en Russie. Et puis, il y avait un concours que la télévision canadienne avait lancé qui offrait beaucoup d'argent, $10 000,
à celui qui ramènerait des images de Lénine et Staline côte à côte dans le mausolée, puisqu'ils étaient embaumés. Et je m'étais entraîné pour filmer avec une caméra cachée, bien sûr, puisque je n'avais pas le droit de filmer. Et alors, à l'époque, les caméras faisaient du bruit, il fallait les remonter. C'était pas les caméras d'aujourd'hui, c'était pas le portable. Voilà. Pas l'iPhone. Comme j'étais dans un groupe de communistes sympathiques avec qui je leur avais dit que quand je me gratterais la tête, tous et tous, parce qu'il faut couvrir le bruit de la caméra. Et j'ai réussi à filmer, effectivement, ces images qui m'ont rapporté $10 000 et qui vont changer ma vie. Mais le grand choc, c'est à Moscou, c'est... C'est à Mosfilm, non? C'est la rencontre avec Kalatozov. Avec Kalatozov, voilà. Alors là, mon chauffeur de taxi me dit un jour, j'ai un copain à moi qui est machinot, qui travaille au studio Mosfilm. Si vous voulez, on peut aller passer la journée sur un... Vous allez voir un peu comment les Russes tournent. Et on arrive sur le plateau de Mikhail Kalatozov qui tournait Quand passent les cigognes. Et donc je passe la journée sur ce plateau et Kalatozov parlait 2-3 mots de français. Il y a un petit Français qui est là. Et je lui demande si je peux faire le making-of de cette journée de tournée. Il me laisse faire et j'arrive à monter dans un décor. Ce jour-là, il y avait un immense escalier qui avait été construit en studio. Avec une prouesse technique incroyable. Voilà, avec une vrille sans fin et une caméra qui montait, suivait les acteurs. Et ce jour-là, je me suis dit, qui est l'acteur principal du cinéma? La caméra ou l'acteur? Je me suis posé cette question. Et je me suis dit, c'est forcément la caméra. C'est forcément la caméra, parce qu'elle a tourné dans tous les films. Elle est dans tous les plans. C'est l'acteur invisible du cinéma. Et je me dis, voilà, il faut que je travaille là-dessus. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé que je ferais de la mise en scène. Avec Un homme et une femme, il se passe une sorte de miracle. Et tout votre cinéma, après, est obsédé par l'idée du couple, d'un homme et d'une femme, de l'éphémère de l'amour, la parenthèse ou le couple à longue durée. Pourquoi cette obsession, monsieur Lelouch? Enfin, forcément, il n'y a que ça qui est important, mais... Parce que l'amour, c'est la préoccupation numéro 1 de l'humanité. Je veux dire que ce qui donne un sens à notre vie, c'est quand on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même. Oui, mais est-ce que c'est aussi forcément éminemment cinématographique? Oui, vachement. La preuve, c'est que j'ai réussi à faire plein de films avec ce sujet. Mais c'est vrai que, regardez tout le mal qu'on se donne pour aller dans le même lit et tout le mal qu'on se donne après pour ne plus y aller. Bon, c'est l'histoire du monde. Voilà. Vous avez des chambres? C'est quoi vos rapports avec la Nouvelle Vague à l'époque? Parce que très vite, comme pour Roman Polanski, vous vous détachez du groupe. J'ai très vite la conviction que ce sont des écrivains qui veulent vendre leurs bouquins et qui se disent, avec le cinéma, je vais en vendre un peu plus. Ce mouvement m'intéresse, mais je me dis, c'est pas le cinéma que je veux faire. À la limite, ils sont en train de me montrer tout ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que vous restez vous-même attaché aux cinéastes de votre enfance, alors qu'eux ont beaucoup décapité, les cinéastes. Oui, alors, d'abord, je leur en veux beaucoup parce qu'ils décapitent tous les cinéastes qui m'ont fait aimer le cinéma. Et donc, je me pose une vraie réflexion. En plus, ce sont tous des hommes de gauche. Et moi, je me suis jamais senti à l'aise, ayant rejeté l'Amérique, le capitalisme et le communisme, puisque j'y suis allé, je me sens à l'aise qu'au milieu. Et c'est vrai qu'à l'époque, tous les cinéastes de la Nouvelle Vague sont de gauche. Et ils sont défendus systématiquement par une presse de gauche. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va que quand tout va bien. Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Pourquoi pas? Il y a toujours eu cette espèce de méfiance par rapport à vous, alors que d'autres cinéastes de la Nouvelle Vague étaient toujours portés au nu, au pinacle. Oui, ils avaient la carte, comme on dit, et moi, je la refusais, cette carte. D'abord, j'étais pas... leurs films étaient intéressants, mais ils étaient chiants. Je me faisais chier. Moi, je ne conçois pas de me faire chier au cinéma. Je pense qu'il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y a pas la cour de récré. Ce qui fait que... J'ai entendu ça, vous voyez, la cour de récré, c'est ce qui donne envie d'aller à l'école. Et une fois qu'on s'est bien marré dans la cour de récré, on peut monter dans les salles de classe. Donc, je pense qu'un film doit être avant tout une cour de récré. Et quand on a réussi la récré, on a le droit après de passer des idées qui nous sont personnelles. J'aime pas le mot message, mais
on peut parler de notre intime conviction. Non, mais quand on a un bon physique, je sais pas, moi je crois que c'est pas difficile de jouer la comédie. C'est le metteur en scène qui fait le film, non, je crois. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas été acteur? Vous avez un bon physique. Non, parce que moi, c'est pas... Je sais pas, j'y ai jamais pensé, mais enfin, si j'avais travaillé dans le cinéma plutôt que d'être technicien, je sais pas, j'aurais peut-être préféré être acteur. Non, moi, je dois dire, je suis ravie de faire le métier que je fais. Non, ça m'a un peu ennuyée d'être actrice. Plus sérieux d'être technicien, c'est un C'est pas vrai une question métier. de plus sérieux, c'est peut-être plus vrai. Oui. Vous êtes un directeur d'acteurs absolument prodigieux. Vous avez une méthode, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, vos acteurs sont toujours bons. Alors il y a plein d'histoires qui courent, comme quoi vous êtes par terre, vous donnez le texte, vous donnez jamais le scénario. Donc ça c'est quelque chose qui vous habite dès le début. C'est-à-dire parce que je connais pas la date de ma mort. J'ai pas lu le scénario de ma vie. Et si je l'avais lu, je l'aurais pas vécu de la même façon. J'aurais fait semblant. J'aurais passé ma vie à faire semblant et à jouer un rôle. En ne connaissant pas le scénario, j'ai pas le temps de faire semblant. Et si les acteurs n'ont pas le temps de faire semblant, ils sont sublimes. Vous avez parlé de spontanéité. J'aimerais rester comme étant le metteur en scène de la spontanéité. C'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Et donc la spontanéité, c'est un parfum de vérité. Et comment vous amenez vos acteurs à cette spontanéité? Avec un exemple concret. Par exemple, pour le dernier film, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien sûr. Dans la fameuse rencontre, les retrouvailles entre Jean-Louis et Anouk, quand elle vient le voir pour la première fois, je savais que ça serait le cœur du film et qu'il fallait réussir cette scène si on voulait réussir le film. Et donc c'était le premier jour de tournage. Et j'avais dit à Jean-Louis, si ce soir on n'est pas content, on arrête. Et si c'est formidable, on continue. Parce qu'on avait très peur de ces retrouvailles. Et je lui ai dit, on ne sera rassuré que lorsqu'on aura tourné cette rencontre. Et je lui ai dit, voilà, alors je vous demande à tous les deux de ne pas jouer, comme d'habitude, bien sûr. Et pour ne pas jouer, il ne faut pas qu'ils aient le temps de travailler le texte. Dès qu'on travaille un texte, on joue. C'est fini. On n'est plus au cinéma, on est au théâtre. Donc je les ai installés. J'ai trouvé le décor, la lumière, les caméras étaient en place, tout. J'étais paré pour filmer tout ce qui allait se passer. Et puis moi, j'étais au milieu d'eux, avec le texte. J'étais le seul à savoir le texte. Et ils ont eu qu'à répéter ce que je leur soufflais. Vous êtes heureux ici? Ouais, c'est bien. Enfin, c'est le meilleur de ce qu'il y a de pire, comme dit mon fils. Jean-Louis n'a pas le temps de jouer la prise. Il est tout de suite dans la répétition du texte. Je lui laisse une seconde. Par exemple, qu'elle lui dit c'est quoi pour vous la mort? Et il dit la mort, c'est l'impôt de la vie. Bon. Mais quand il dit cette phrase, c'est l'impôt de la vie, il n'a pas le temps de savoir si c'est intelligent ou pas, s'il faut le dire ou pas le dire. Il n'a pas le temps d'analyser et de décortiquer la phrase. Je veux dire qu'un acteur, quand vous lui donnez un texte, il travaille le texte, il le décortique. Et il va mettre le paquet sur ce qui lui semble bon, il va réduire ce qui lui semble moins bon, et d'un seul coup, il va vous faire un truc qui fait qu'on n'y croit pas totalement. On se dit, c'est du cinéma. Vous vivez ici depuis longtemps? Ici, on vit pas. On attend la mort. Vous avez peur de la mort? La mort, c'est l'impôt de la vie. Mais vous fonctionnez comme ça pour tous vos films. Par exemple, un autre exemple dans Robert et Robert, ce moment absolument incroyable où Villeray imite un film de Bergman face à Masha Merrill. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé en amont? Non, ou est-ce que vous lui dites... Ça c'était Villeray qui faisait ça le soir pour me faire marrer. Il me faisait Bergman. Donc je lui ai dit... génial. Tu penses bien que je vais m'en servir? Il me dit, mais je vais te faire un film de Bergman. Bon, j'ai dit, écoute, on va le faire devant la caméra. Donc je me sers de tout. Je me sers de tout. Je me sers de ce que j'ai envie de dire, de ce que les comédiens ont envie de dire. Je prends toujours des acteurs et des actrices qui ont des cicatrices, qui ont déroulé du câble, comme on dit, qui savent de quoi ils parlent. J'aime bien les gens qui ont souffert. J'aime bien les gens qui ont des croûtes, qui grattent leurs croûtes. Mais quand vous faites un film, par exemple, comme Mariage, c'est un film que je ne connaissais pas et que j'ai vu il y a quelques jours, qui est un film très écrit.
Il y a une scène de dispute qui est absolument incroyable. On dirait presque du Bergman. Regarde ce que t'es devenu. Un mari de série moyen. Médiocre. Petit. Un Français moyen avec ses petites combines, ses petits vices, ses petites habitudes. Là, c'est quand même très écrit. Ils n'ont pas le texte. Mais j'écris tout, mes films. Bien sûr, hein, mais est-ce que les acteurs ont le texte avant? Non. Enfin, c'est complètement incroyable. Et comment vous faites, monsieur Lelouch? Ils l'ont à la deuxième prise. À la deuxième prise, évidemment, ils sont à la deuxième prise. On commence à faire du cinéma et à la troisième prise, on fait comme tout le monde. Voilà. Tu rêves d'un fait divers sanglant, mais tu es incapable de me quitter. Et toi, tu t'es regardé? Depuis 10 ans? Tes grains de beauté, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des kystes! Écoute, Albert a 10 ans, on peut tout lui expliquer. Expliquez quoi? Il a tout entendu! Eh bien, divorçons! Oui, c'est ça, divorçons! Mais divorçons vraiment! En général, je monte mes films en mélangeant la première et la dernière prise. Je prends le meilleur est dans la première et la dernière. Il y a des moments où la technique et le savoir-faire est utile, et puis il y a des moments où la spontanéité est beaucoup plus forte. Et c'est l'alternance des deux. Quand je fais la scène des bonjours avec Belmondo et Anconina, il y a toute la première partie qui est écrite, et la deuxième partie, on part dans le délire parce qu'on est de bonne humeur, tout va bien, on s'amuse. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Comme dans Le Voyou, j'imagine qu'il Oui, y a... ou dans Le Voyou, ou même dans L'Aventure, c'est l'aventure. Lino Ventura me disait, bon, ce film sortira jamais, c'est impossible qu'un film pareil, on peut pas dire autant de conneries dans un film et que ça sorte. Et ça marche, à la fin, ça marche parce que les acteurs sont vrais. Vous avez tort, vous savez, parce que vous allez contre vos intérêts, là, n'est-ce pas? Puisque ce sont eux qui nous demandent d'aller en Afrique. On vous a dit qu'on vient de nous débloquer. Alors vous allez pas nous bloquer alors qu'on nous a débloqués. Quoi? Alors, écoutez, alors lui, il peut pas vous expliquer, je vais vous dire pourquoi, parce que lui, c'est un livre-pote cyclique. Alors, il peut pas vous... Il n'y a que moi qui peux vous expliquer, Non, monsieur. s'il n'y avait pas de livre-repas, il y a longtemps vous seriez emmerdé. Vous ne connaissez pas, là. Est-ce que, par exemple, ce que fait un acteur peut influer sur votre dispositif de montage? Je peux vous dire le film que j'ai envie de faire quand il est fini. Le jour où je dis stop, là, je peux vous dire, voilà le film que j'avais envie de faire. Pendant toute la création du film, pendant l'écriture, la préparation, les repérages, tout s'additionne. Un acteur, je me dis, bon, lui, il a le rôle principal, mais quand je fais tout ça pour ça, Lucchini n'avait pas le rôle principal. Et puis à la fin du film, il s'est retrouvé avec le rôle principal parce que il m'amusait, parce que je trouvais qu'il nourrissait le film, parce que je trouvais qu'il faisait décoller les scènes, parce que d'un seul coup, je découvrais un acteur qui avait quelque chose qui fait qu'au fur et à mesure du film, j'ai un peu grossi le rôle de Lucchini. Il se retrouve avec... C'est le rôle dont on se souvient, voilà. Je suis dans un état, j'ai envie de baiser. J'ai envie de baiser, alors soit on dort ou soit on y va. Vous êtes au courant de l'échangisme? Je vais vous expliquer, c'est un truc très très simple. C'est le tournage de chaque jour qui me donne le tournage du lendemain. D'abord, je tourne mes films en continuité. Parce que si je tourne la fin, et puis là, je sais pas, ça, je sais pas faire. Et donc, chaque jour, tous les soirs, je retourne à l'écriture. Après la journée de tournage, hop, je prends ma script, un collaborateur si j'en ai un, et puis on se remet au travail, et dans la nuit, on réécrit la scène du lendemain, qui était prévue. Mais elle est complètement réécrite dans la nuit. Parce qu'en fonction de ce qu'on a dit le premier jour et dans la première scène, on ne peut pas dire la même chose. Les acteurs ont apporté des choses, le soleil a apporté des choses, les accessoires ont apporté des choses. Un incident sur le tournage a modifié le scénario et qui fait que le lendemain, la scène qui était prévue, elle n'est plus la même. Chaque jour de tournage invente celui d'après. Oui, c'est l'antithèse de d'autres réalisateurs qui se battent contre les éléments telluriques et qui... Herzog, par exemple, dans sa grande époque, c'est l'antithèse de vous. J'ai fait un combat de boxe dans Les Misérables sous la neige. Ouais. Ce jour-là, il neige. Donc je fais le combat de boxe sous la neige. J'attends pas le lendemain pour qu'il neige plus. J'ai jamais attendu le soleil. On m'a dit pourquoi il pleut dans Un homme et une femme, parce qu'il pleuvait tous les jours sur le tournage. Tous ceux qui étaient présents ce jour-là dans la cour de l'hôpital de Verdun sont formels. Il neigea abondamment au moment où le champion de France, Kid Marcel,
et son challenger, le 2e classe Henri Fortin, montèrent sur ce ring improvisé. Monsieur Lelouch, est-ce qu'à un moment donné, le fait d'avoir fait autant de films, presque un par an, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être à la limite de la caricature de soi-même? C'est arrivé à plein d'autres cinéastes. D'abord, j'ai eu à me battre contre les spécialistes du cinéma. Bien sûr. Les experts, qui n'ont jamais rien compris au cinéma que je pratiquais, puisque d'un film à l'autre, je les déroutais. Ils n'ont jamais pu me mettre dans une cage. Je suis une savonnette pour eux. Alors, d'abord, je ne lis pas les critiques. Ah ouais, vraiment? Surtout pas parce que, quand elles sont bonnes, ça ne me fait pas du bien. J'ai la grosse tête, mon ego pourrait se prendre pour Claude Lelouch, et quand elles sont mauvaises, elles pourraient me donner envie de me suicider. Quand j'ai lu la première critique pour mon premier film, Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Cahiers du cinéma. Hein. Voilà, je me suis dit, j'ai eu envie de mourir. Il y a les clés de tout ce que vous me dites dans vos films. Quand Ventura, dans Un homme qui me plaît, parle à cette table incroyable avec Françoise Fabian et dit comment vous faites pour aimer une femme, et que Ventura dit en prenant des risques. Dans La Bonne Année, oui. Dans La Bonne Année, pardon. Oui. C'est comme ça, c'est votre philosophie. C'est ma philosophie. Je veux dire, cette conversation avec les intellectuels, c'est ma réponse à tous les intellectuels et à toutes les critiques qui me chient dessus à l'époque. Voilà, donc j'ai toujours répondu à tous ceux qui me cherchaient avec mes films. Je veux dire, mes films sont des réponses à la fois aux gens qui m'ont fait des déclarations d'amour et aux gens qui m'ont insulté. Lo sapevi prima della rivoluzione? No. Bertolucci portava dei pugni in tasca di Bellocchio? Non plus, non. Vous avez sûrement vu une autre de mes femmes. On parle que de ça, et sans moment. Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule... Vous lisez les critiques, monsieur? Non. Alors, comment faites-vous pour choisir un film? La Bonne Année, c'est quand même un film très particulier. Oui, parce que il mélange tout. Mes films sont des mélanges de genres. Voilà, moi j'adore le mélange de genres. Parce que la vie est un mélange de genres. La vie est un mélange de genres, voilà. Et donc ce mélange de genres me plaît. Donc j'adore quand un voyou parle avec une intellectuelle. Bon, ça m'intéresse. Oui, une intellectuelle parle avec une autre intellectuelle, ça s'annule. Mais quand le voyou, c'est Lino Ventura, c'est encore plus dégueulasse. Oui, c'était le portrait du dernier macho. Donc c'était un moment important, un moment où les femmes étaient en train de prendre le pouvoir. Vous savez que j'en ai jamais vu des comme vous. C'est-à-dire? Une qui va aussi vite. Comment vite? La façon dont, soi-disant, vous avez viré tout le monde hier soir, ça déménage, hein? C'est parce que les femmes trichent moins que les hommes. Ah ouais? Oui. On ne sait pas faire semblant. C'est pour ça qu'on va vite. Je me souviens, enfant, voir les uns et les autres, ou des films que j'ai vus enfant, gamin, j'étais frappé par la nostalgie de ces films. C'est-à-dire que vous êtes un des rares cinéastes qui traitait la nostalgie. Quand je fais Les uns et les autres, je fais un film sur ma mémoire. Sur ma mémoire, sur ce qui me reste de la guerre, et ce que la guerre et l'après-guerre m'a apporté. Je parle d'histoires que j'entendais à la maison. Cet enfant qu'on abandonne sur une voie ferrée, etc. C'est une histoire que mon père racontait tous les soirs quand il y avait de la famille. Nureyev qui passe de l'Est à l'Ouest, je le fais faire par jour. Enfin, tout le compositeur qui joue à New York. Bon. Je pars toujours d'une réalité. Je pars toujours d'une histoire qui a subi l'épreuve de la réalité. Et après, j'en fais ce que je veux. Après, je m'amuse. Après, bon, alors c'est vrai que la musique joue un rôle important dans les uns et les autres, mais dans tous mes films. Tous mes films sont pas des comédies musicales, mais des films musicaux. Parce que j'ai besoin, à un moment donné, de parler au cœur des gens plus qu'à leur matière grise. À quel point la musique peut devenir un élément dramaturgique. La fin de Un homme qui me plaît est en ce sens-là assez symptomatique. C'est vraiment un exemple parfait.
Il y a le suspense de la fin, est-ce qu'il va descendre ou pas de l'avion? Vous ne dites pas à Annie Girardot, est-ce que cette musique, vous la passez sur le plateau? Donc Annie Girardot est filmée pendant que la musique... On est à l'aéroport, l'avion arrive. Moi, je sais qu'il n'y a pas Jean-Paul dedans, mais elle ne le sait pas, elle espère. Et évidemment, je lui lance la musique du film qu'on a construit avec Francis pour la faire aller du paradis en enfer dans la même séquence. Et donc, Francis a fait cette musique magique, ce concerto pour la fin d'un amour. Alors cette musique, je l'ai fait écouter à Annie pendant tout le film. Donc elle l'avait dans sa tête, c'était devenu un tube. Moi, je fais souvent écouter la musique du film sur le plateau. Donc la musique est toujours composée en amont? Toujours, j'enregistre toutes les musiques de mes films. Avant, c'est comme un acteur principal, donc il faut l'engager avant le film. Voilà. Donc ce jour-là, l'avion arrive, un vrai avion, hein, qui arrive au vrai truc avec des gens qui vont descendre. Moi, je sais qu'il n'y a pas Belmondo dedans, puisque c'est un vrai avion. Mais j'ai pas dit à Annie. Puis j'ai une caméra en gros plan sur son visage. Et le simple fait qu'il n'apparaisse pas fait qu'elle passe par toutes les étapes d'une femme qui comprend à ce moment-là qu'elle a visé trop haut. Encore une fois, je vous dis, je suis sûr de rien quand je fais un film. Je suis sûr de rien, c'est pour ça que je suis souvent allé dans le mur, souvent les spectateurs m'ont fait cocu, souvent ils sont pas venus. Puis à un moment donné, ils se disent, j'en ai marre, un film de Lelouch, encore un film de Lelouch. Oh, c'est toujours pareil, on va voir la même chose. Moi, en ce moment, ma clientèle, elle décroît. D'abord, elle va au cimetière, mais la plupart de mes clients ne sont plus là, quoi. Mais vous êtes un monument du cinéma français, monsieur Lelouch, c'est sûr. Quoi qu'il arrive... Alors, je bois à ma santé. Je pourrais passer des heures à discuter avec vous sur tous vos films. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je vous remercie vraiment, très sincèrement, du profond de mon cœur. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite encore plein de films. Ça m'a fait plaisir de parler de tout ça avec vous, comme avec un copain, voilà. Et quelqu'un qui connaît le cinéma, surtout. Merci à vous. Doucement les oreilles. Tiens, chérie, ça porte bonheur. Sur les poches, ça attire l'argent. Gloria, ça vient d'où? D'un film qu'on a vu à la télé. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus. Il a tué des gens? Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est un joli prénom, ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda? 3 mois, je suis à l'essai. T'es libre? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. Faut que je bouffe, bordel! Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants, nous? Parce qu'on veut réussir. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. Le dernier film de Robert Guédiguian est aussi l'un de ses plus rageurs, un film qui clame sa soif de voir le monde sortir de sa crise individualiste. Gloria Mundi est aussi le film qui a valu le prix d'interprétation à Ariane Ascaride au dernier Festival de Venise. Il y a une femme qui a disparu. Ah bon, ça? Sur le Causse. Tu étais sur le Causse? On recherche encore la femme de Guillaume Ducas. J'ai pas le temps de m'intéresser à ces histoires. Vous l'avez peut-être croisée? Non. Je voulais vous poser des questions sur Evelyne Ducas. Vous l'aimez, votre mari? Oui. Alors vous ne risquez rien. Le 6e long métrage de l'auteur de Harry, un ami qui vous veut du bien, est un film choral, fascinant et glaçant. Le récit, construit comme un puzzle, entraîne les spectateurs entre le plateau du Causse et la chaleur africaine. Démarrant comme un thriller social, seules les bêtes se muent progressivement en une tragédie imprévisible et pathétique. La 77e cérémonie des Golden Globes se déroule dimanche 5 janvier à Los Angeles. Cette année, dans la catégorie meilleure série dramatique, Big Little Lies et Succession sont tous deux nominés. Ces deux fleurons d'HBO, diffusés sur BTV, seront présentés sur B-Série lundi 30, avec l'intégrale de la saison 2 de Big Little Lies, et mardi 31 pour la saison 2 de Succession. De quoi terminer l'année sur des valeurs sûres. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Nous nous retrouvons l'année prochaine. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV ou sur Bi à la demande.